Le 49-3, c'est ce qui sert à flinguer la démocratie, à flinguer le débat, à flinguer l'opposition ou les oppositions, mais c'est pas la première fois que le clan Macron l'utilise, il l'avait déjà fait en 2015. Et quel cynisme de la part du Premier ministre. Vous voulez dire le 49.3 utilisé par Manuel Valls en 2016? Oui, mais c'était pour la loi Macron. Oui, mais c'était effectivement, Emmanuel Macron n'était pas très content, manifestement, à l'époque. Oui, bah alors il s'y est accommodé, manifestement. Donc voilà, on nous dit que... Mais en même temps, on nous dit qu'on ne peut pas débattre parce qu'on débattrait trop. Quel cynisme de la part Le Premier ministre a évoqué un non-débat et Gilles Legendre, le président du groupe de La République En Marche qu'on vient d'entendre, évoque lui un sabotage, c'est un terme très fort. C'est vrai qu'il y a eu 40 000 amendements et que les débats s'enlisaient un petit peu. Oui, mais on n'a qu'à supprimer l'Assemblée nationale, c'est bien le lieu où l'on doit débattre. Cela fait... cela gêne le président Macron, cela gêne le gouvernement qui, depuis 3 ans, avance au pas de charge comme un rouleau compresseur, ne supportant pas la contradiction, ne supportant pas le débat, ne supportant pas l'opposition. C'est une marque de fabrique et aujourd'hui, on en a encore la preuve. La démocratie dans ce pays est de plus en plus en danger. Il va falloir en tirer les enseignements rapidement. L'obstruction, la démarche d'obstruction, elle n'est pas péjorative. Elle avait été assumée par les Insoumis et par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Donc les députés de la majorité disaient ils veulent bloquer cette loi, ils ne veulent pas de cette loi. Finalement, personne n'en veut. Finalement, ils veulent le 49.3. Est-ce que vous pensez que ces amendements massivement venus de la France Insoumise, comme semble le dire Édouard Philippe, sont responsables de ce 49.3 ? Est-ce qu'il y a eu un piège ? Personne ne veut de cette réforme et il n'y a que le gouvernement qui souhaite l'imposer. Même le Conseil d'État l'a étrillé. Donc, ma foi, c'est peut-être une stratégie, mais le fait est, c'est que l'opposition, la représentation nationale, voulait débattre sur le fond, malgré ce que peut affirmer aujourd'hui le gouvernement. Et c'est peut-être l'occasion là trouvée par Édouard Philippe pour saboter le débat, pour le contourner, pour l'éviter. Donc c'est maladroit sur la forme et on zappe le fond. Non, je dis pas que c'est maladroit sur la forme, mais il fallait bien qu'il y ait une action puisque le gouvernement refuse d'entendre le pays parce que le pays est contre cette réforme. Alors il fallait bien que nous soyons entendus, les oppositions, mais on a sorti le flingue. Vous dites les oppositions d'ailleurs, donc le Rassemblement National, vous êtes sénateur, mais le Rassemblement National va voter toutes les motions de censure, celle de la France, celle de la gauche, celle de la droite. Vous allez effectivement soutenir toutes les actions possibles pour vous opposer effectivement à ce 49.3. Oui, nous saisissons cette opportunité que nous offre encore la Constitution, que nous offre encore la loi, à moins qu'Édouard Philippe la supprime, j'en sais jamais avec ces gens-là. Oui, bien sûr que nous voterons la motion de censure et les motions de censure. Les motions de censure, et moi j'appelle les députés de La République En Marche de ne plus être des godillots, parce qu'ils ne sont même plus des godillots dans cette affaire. Ils deviennent des députés fictifs. Ils sont les premiers à être méprisés par le gouvernement. Alors un peu d'audace, mesdames et messieurs les députés de La République En Marche, rebellez-vous. Rebellez-vous au nom du pays, parce que le pays vous soutiendra. On parlait de Jean-Luc Mélenchon. Il a une théorie, lui, sur cette utilisation du 49.3, en tout cas sur le moment où il a été dégainé par Édouard Philippe. Convoquer un conseil des ministres par surprise un samedi pour y parler du coronavirus et ensuite avoir comme décision le 49.3, c'est évidemment pas très élégant. Et on peut dire que le coronavirus sert de prétexte dans cette histoire pour faire oublier ou pour faire avaler la brutalité de la décision. Alors je précise qu'on va parler du coronavirus avec vous dans un deuxième temps, mais vous pensez, comme le leader de la France Insoumise, ce qui serait déjà un événement, mais vous pensez que ça a été utilisé cyniquement, ce coronavirus? Alors, on peut tout imaginer avec ces gens-là. Moi je me souviens, mon Dieu, il y a quelques années, du président Mitterrand qui avait fait connaître sa maladie alors que le traité de Maastricht, je crois, était soumis à un référendum et que il n'était pas certain de pouvoir faire en sorte qu'il soit soutenu par les Français. C'était tombé à ce moment-là, comme c'était curieux. Peut-être opportunément. Enfin, le président de la République, François Mitterrand, était quand même malade depuis 1981. Oui, il l'avait appris 6 mois après son élection. Justement, il avait attendu un certain nombre d'années pour le faire savoir. Et au moment où il y avait ce référendum, donc on peut tout imaginer avec Édouard Philippe aujourd'hui. Stéphane Ravier, on a entendu
entendu les critiques très vigoureuses que vous faites à l'égard du Premier ministre et de l'utilisation du 49.3. Est-ce que quand même vous condamnez ce qui s'est passé au Havre, c'est-à-dire le caillassage de la permanence d'Édouard Philippe ? Ah, évidemment que je condamne tout acte d'agression et de violence envers les responsables politiques ou leur permanence, mais j'aimerais, y compris celle d'Édouard Philippe, mais j'aimerais en entendre autant lorsqu'il s'agit des permanences du Rassemblement national, voire des élus du Rassemblement national qui sont physiquement agressés. Je constate qu'il y a toujours 2 poids 2 mesures dans ce pays. Moi, je ne pratique pas cette méthode. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas que les responsables politiques dans ce pays qui sont agressés. Il y a des millions de Français qui sont victimes de la délinquance et de l'insécurité. Il n'y a pas de Français supérieurs à d'autres dans ce domaine-là. Sur la démarche, rapidement, du gouvernement, ça arrive évidemment avant les municipales. Il voulait que le texte soit voté avant les municipales. Le 49.3 est censé accélérer tout cela. Si le gouvernement avait attendu après les municipales pour sortir et utiliser le 49.3, est-ce qu'on n'aurait pas dit à ce moment-là, ils ont attendu parce qu'ils voulaient pas que le 49.3 leur coûte des voix, finalement, des votes aux municipales? Écoutez, est-ce qu'il y avait une bonne manière, un bon moment pour le faire? Non, il n'y avait pas de bon moment pour le 49.3, ni avant ni après. Il fallait que le débat puisse s'instaurer à l'Assemblée nationale, et Emmanuel Macron et Édouard Philippe l'ont refusé, rejeté. Ils en portent donc l'entière responsabilité. Stéphane Ravier, Jean-Jérôme Bertolus, vous restez avec nous évidemment jusqu'à 9h, encore beaucoup de choses à évoquer. 8h40, le fil info, Édouard Marguet. Depuis ce matin, des événements sont annulés à cause du coronavirus. C'est le cas par exemple du Salon de l'Agriculture qui ferme avec un jour d'avance, du semi-marathon de Paris. Le carnaval d'Annecy le week-end prochain n'aura pas lieu. Plus largement, tous les événements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront annulés. Le coronavirus qui fait un premier mort aux États-Unis, premier décès également en Australie, un ancien passager du paquebot Diamond Princess. Le bilan mondial de l'épidémie s'approche des 3000 morts, la grande majorité en Chine, pour plus de 86 000 cas déclarés dans une soixantaine de pays. Le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites est une étape qui met fin à un non-débat, c'est ce que dit le Premier ministre Édouard Philippe pour expliquer sa décision d'utiliser cette prérogative afin de faire adopter le texte en force par l'Assemblée nationale. 2 motions de censure sont déposées par les députés de gauche et de droite. Nous les voterons toutes, prévient Marine Le Pen sur France Info. 15 départements sont placés en vigilance orange au vent violent, de la côte atlantique à la Bourgogne. Météo France prévoit des rafales de vent à 110 km/h. France Info. Et tout est plus clair. Le 8h30 France Info avec Stéphane Ravier et Jean-Jérôme Bertolus. Vous êtes sénateur, Stéphane Ravier. Le Oui. 49.3 ne met pas fin à toute la procédure parlementaire. Le projet de réforme des retraites va maintenant arriver au Sénat. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi la suite ? Écoutez, moi je m'y opposerai, autant que je le pourrai. Alors peut-être que je ne le pourrai pas, puisque comme il y a les élections municipales dans 15 jours, le premier tour, et peut-être que je serai maire de Marseille. D'ailleurs, les sondages tendent à l'annoncer. Alors je ne pourrai pas m'y opposer au Sénat. Mais dans l'immédiat, ça va repartir au Sénat, et au Sénat, il n'y a pas de 49.3 possible. Eh bien, il y aura un débat au Sénat. Vous voyez comme quoi le Sénat, finalement, a son utilité. Si je devais être encore au Sénat à cette période-là... Donc ça veut dire que le 49.3 ne met pas un terme à tout débat. Oui, ben, malheureusement, si le Sénat a Pour son qu'on utilité comprenne bien, hein. et qu'il y a un débat au Sénat, eh bien, ça n'ira pas plus loin que le débat, puisque c'est l'Assemblée nationale qui aura toujours le dernier mot, malheureusement, et c'est le 49.3 qui l'emportera. Ça, c'est le versant finalement politique de cette contestation que vous décrivez. Il y a la rue aussi, il y a les Français qui étaient mobilisés, cette mobilisation qui s'est un petit peu atténuée, essoufflée, on peut dire aussi depuis le mois de janvier. Est-ce que ce 49.3 peut, selon vous, raviver cette colère sociale et remettre les gens dans la rue ou remettre les Français en grève par secteur? Oui, il est clair que le gouvernement fait preuve, d'autoritarisme, voire de violence, soudainement, là, d'un coup d'un seul. Ce 49.3,
dont on dit qu'il dézingue, qu'il flingue. C'est une agression antidémocratique. Et les Français qui sont dans leur grande majorité contre ce projet de loi, eh bien, vont se sentir une fois de plus agressés par ce gouvernement et peuvent avoir une réaction. Vous les appelez à manifester parce que c'est pas culturel au Rassemblement National, hein, la rue. Oui, moi c'est pas notre culture. Moi, une réaction que vous espérez quoi? Je les appelle à se manifester dans les isoloirs, dans les urnes. Il y a dans 15 jours un premier tour, les élections municipales qui ont quand même un caractère national, et ils doivent se servir du bulletin de vote pour faire savoir à Emmanuel Macron et à ses soutiens, des Républicains par exemple, voire de certains socialistes, eh bien que ils veulent se faire entendre, et en votant pour les listes du Rassemblement National, c'est encore mieux. Vous pensez que les Français sont soucieux de ce 49.3? Ils sont pas plutôt préoccupés aujourd'hui, par exemple, par l'épidémie du coronavirus? Ils sont préoccupés par ce qui fait leur quotidien, ils sont préoccupés par les retraites, ils sont préoccupés par le coronavirus, ils sont préoccupés par la montée de l'islamisme, par l'insécurité, par l'hyperfiscalité, par la pauvreté. Ça, c'est ce qu'on rencontre beaucoup à Marseille. Oui, tout ce qui les touche les préoccupe. Alors, il y a dans 15 jours le moyen de se faire entendre. Le pays est passé en tout cas au deuxième stade de la lutte contre le coronavirus. Hier, Conseil de défense, Conseil des ministres exceptionnel également. 100 cas désormais en France. Écoutez le ministre de la Santé, Olivier Véran. Notre pays, je l'ai annoncé hier, a franchi le stade 2. Le virus commence à circuler dans certaines parties du territoire national. Dans ce stade 2, l'objectif des pouvoirs publics est de limiter la diffusion du virus et d'empêcher, ou tout du moins, de retarder aussi longtemps que possible le passage au stade 3. Alors parmi les mesures prises hier, il y a l'interdiction des rassemblements en espace confiné de plus de 5000 personnes. Est-ce que globalement le gouvernement fait ce qu'il faut, selon vous, face à cette épidémie? La première action du gouvernement a consisté à ce que la ministre de la Santé quitte le navire à la veille de l'épidémie. Elle était annoncée et elle quitte son poste. On a préféré, du côté de la République En Marche, mener une petite campagne électorale au détriment d'une grande campagne de santé publique. Vous savez que les conditions étaient particulières à Paris. Oui, mais la campagne électorale parisienne, c'est bien peu de choses par rapport à une épidémie qui ressemble aujourd'hui, en quelques jours, à une pandémie. On voit bien que la République En Marche est plus soucieuse de son parti que du pays. C'est extrêmement grave et révélateur, encore une fois, de l'action, des priorités du gouvernement et de la République En Marche et d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, l'épidémie, elle est là. Sur le fond des mesures maintenant. Et écoutez, on prend quelques mesures ici et là. Alors, pour vous, c'est quelques mesures? Nous-mêmes à ce virus. Bon, voilà, moi c'est ça que je ne comprends pas, des mesures qui sont les bienvenues, mais c'est toujours pas cohérent, quoi. Mais est-ce que face à cette épidémie, vous employez vous-même le terme de pandémie, est-ce que la surenchère politique est la bienvenue? Écoutez ce que dit Damien Abad, c'est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Il était il y a quelques jours sur France Info. Alors je crois qu'on n'a pas cet extrait, Jean-Jérôme. Alors que disait-il, Damien Abad? Alors il disait qu'effectivement il souhaite une union nationale et qu'il regrette que Marine Le Pen se soit prêtée, ce sont ses termes, comme d'habitude, à des polémiques stériles et à des petites phrases. Ce qui est vrai, c'est est-ce que les Français attendent pas un petit peu de sérieux, d'union des politiques face à une crise sanitaire qui pourrait être extrêmement grave? Vous avez raison, les Français attendent du sérieux dans l'action et pas dans l'incantation ou dans le déclaratif. L'union nationale n'empêche pas l'action des politiques. Moi, j'entendais tout à l'heure sur votre antenne que le personnel hospitalier d'un hôpital à Paris, il y a deux membres du corps médical ont été infectés. Trois maintenant ont été infectés. Bon, ça c'est une réalité. Donc il faut des actions au-delà des incantations.
L'union nationale, on l'avait déjà eu lors des attentats de Charlie. La France était dans la rue, c'était l'union nationale. Bon, ben après, les mesures n'ont pas été prises par le gouvernement au point de faire plus de 250 morts sur quelques années. Et un islamisme militant et des terroristes de plus en plus présents dans notre pays, peut-être encore davantage, puisque la Turquie est en train d'ouvrir ses frontières. Donc l'union nationale, pourquoi pas, mais l'action d'abord. Jean Messia, qui est délégué national du RN et aussi membre de votre bureau national, il a dit avant-hier sur LCP qu'il s'agissait, je cite, d'un virus importé, d'un virus amené par la mondialisation. Ça veut dire quoi exactement ? Écoutez, a priori, ce virus vient d'une région de Chine, oui. Et le fait qu'il n'y ait plus aucune frontière, que le monde soit devenu, paraît-il, un village, et que l'on ne serait plus en mesure, idéologiquement en tout cas, en réalité, que de fermer les frontières. Voilà, c'est un virus qui effectivement s'est déplacé très rapidement parce que on se refuse à rejeter cette idéologie du sans-frontiérisme. Il a donc pu circuler et s'installer quasiment... Est-ce que ça ne revient pas à dire que la Chine est responsable d'un virus qui a tué quasiment 3000 Chinois hein. On n'a pas dit que la Chine était responsable. En tout cas, par cette réalité que les frontières ont été effacées, eh bien, et qu'on ne souhaite pas les rétablir par idéologie mondialiste. Mais vous ne faites pas de lien entre le virus et l'immigration ? Parce que son propos a été diversement interprété. C'est pour ça que je vous pose la question clairement. Le virus peut circuler, et il circule à une rapidité folle, parce qu'il n'y a pas de frontières. Et que celles et ceux qui se rendent dans notre pays, que ce soit les Chinois, les Italiens, je n'ai aucune animosité envers qui que ce soit, mais le fait est que le monde soit devenu sans frontières et que l'on ne souhaite pas les rétablir, y compris dans une situation extrêmement grave comme celle d'aujourd'hui, montre que l'idéologie cosmopolite, mondialiste, eh bien, n'a fait qu'accélérer le processus. Merci d'être avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Stéphane Ravier, on reste ensemble. Il est 9h moins 10. Le fil info, Édouard Marguet. L'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée nationale est une forme d'échec collectif de la classe politique. C'est ce que déplore sur France Info le secrétaire national de la CFDT. Mais selon lui, tout n'est pas fini pour plaider les mesures de justice sociale. Les mesures sont renforcées en France pour arrêter l'épidémie de coronavirus. Les grands rassemblements en milieu fermé sont annulés pour éviter la propagation de la maladie. C'est pour cela que le Salon de l'Agriculture a fermé avec un jour d'avance. Mesures qui vont plus loin dans l'Oise, département le plus touché. Des dizaines d'établissements scolaires resteront fermés demain. Un paquet de cigarettes à 10 €, celui de Marlboro, qui est le plus vendu en France. Conséquence de la hausse du prix du tabac aujourd'hui, les taxes augmentent de 50 centimes. Le gouvernement veut ainsi réduire le tabagisme en France. La Ligue 1 de football, Rennes renforce sa 3e place en battant le dernier, Toulouse, 2-0. La 27e journée reprend à 15h avec le coup d'envoi de Nantes-Lille. France Info. Et tout est plus clair. Le 8h30 France Info avec Stéphane Ravier et Jean-Jérôme Bertolus. Il y a quelques jours, quelques semaines, très précisément, c'était en janvier, Marine Le Pen a annoncé qu'elle serait candidate à l'élection présidentielle. Alléluia. Elle envisage, je vous laisse ce mot, elle envisage de quitter la présidence du parti. Oui, il faudrait qu'elle quitte la présidence du parti, qu'elle se mette 100% maintenant dans la peau de cette candidate. Oh ben on sait bien que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple français, que l'on ne saurait être enfermé dans un costume étroit de parti, de mouvement politique. Donc oui, je crois que c'est assez logique, de bon sens et cohérent que Marine Le Pen s'éloigne un peu de la structure du Rassemblement national. Vous dites la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme. Et puis, mais c'est la présidentielle 2022, c'est peut-être aussi la rencontre d'un homme et d'une femme. Est-ce que vous pensez qu'en 2022, au deuxième tour, on retrouvera le duel de 2017, c'est-à-dire Marine Le Pen contre Emmanuel Macron au deuxième tour? Écoutez, aujourd'hui, Marine Le Pen est celle qui incarne, si l'on en croit les études d'opinion, qui incarne le mieux l'opposition et Emmanuel Macron. Et donc, moi, je suis assez confiant sur sa présence au second tour de l'élection présidentielle. Par contre, il n'est pas du tout certain qu'Emmanuel Macron le soit, lui, au second tour. Parce que avec la politique qu'il applique depuis 2 ans et demi, sur le fond comme sur la forme, qui consiste à insulter les Français, à les diviser, à les mépriser, il n'est pas du tout certain qu'il accède au second tour. Nous prendrons
effectivement le candidat qui lui ressemble, parce que ce sont tous peu ou prou des candidats du mondialisme. C'est le président de la République a récemment mis en avant la lutte contre le communautarisme. Il y a prochainement un livre blanc sur la sécurité qui va être mis en œuvre ou dévoilé plus exactement par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Est-ce que vous pensez que les débats sur ce que l'on appelle le domaine régalien, c'est-à-dire la sécurité, l'immigration, la laïcité, ce seront les débats de la présidentielle et non pas forcément les débats économiques comme les retraites? Je l'espère en tout cas. Je l'espère, car le domaine de l'immigration, le problème de l'immigration est à mon avis le problème numéro 1 dans ce pays, et je dirais même sur le continent européen, mais plus particulièrement la France. C'est de celui-là que découlent les problèmes de déséquilibre socio-économique, d'insécurité et évidemment de communautarisme et d'islamisme. Donc il faut s'attaquer effectivement à ce domaine régalien, mais j'ai bien peur qu'avec Emmanuel Macron et flanqué de Christophe Castaner, ça n'aille pas bien loin. J'ose croire que les Français comprendront, et ils le comprennent. Moi, je vois qu'à Marseille, les études d'opinion pour ces élections municipales placent l'insécurité quasiment en tête des préoccupations. Alors, il faudra vraiment s'y attaquer très rapidement et en parler sérieusement durant cette campagne. Je le fais déjà à Marseille. Comme tous les partis, le vôtre a publié ses comptes avant-hier, le RN qui affiche encore une perte en 2018. Comment est-ce que vous expliquez que le Rassemblement National, ex-Front National, n'ait jamais présenté un exercice à l'équilibre, si ce n'est en 2011? Est-ce que ça veut dire que le parti, de ce côté-là, est mal géré? Moi, je ne suis pas dans la gestion du Rassemblement National. Je suis à Marseille. Je m'occupe de ma campagne. Vous êtes quand même un responsable national. Vous êtes sénateur. Sénateur, c'est pas rien. Vous vous préoccupez pas du tout de votre parti, alors. Je fais confiance à ma direction pour avoir une gestion un peu pour sortir le mouvement. Non, c'est pas un motif d'inquiétude. Mais après, on ne nous fait pas beaucoup de cadeaux. Il y a un risque de faillite du Rassemblement National. Vous êtes très très endetté. Si vous le savez pas, je vous l'apprends. Effectivement. Oui, ça, j'ai eu vent de quelques difficultés, mais vous savez, les difficultés financières, ce n'est pas ce qui tue un mouvement. Ce qui tue un mouvement, c'est la perte d'idées ou des idées désuètes. Mais il y a moins d'adhérents aussi. Ce qui peut tuer un parti, c'est la perte d'adhérents. Et manifestement, dans les comptes que vous avez publiés vendredi, cela montre que, par exemple, il y a 1 million d'euros de moins en matière de cotisation d'adhérents, ce qui signifie qu'il y a moins d'adhérents. Les adhésions, ça fluctue, ça monte, ça descend, et puis c'est en train de remonter, justement. C'est en train de remonter. Nous ne sommes pas inquiets de ça. Il n'a qu'à observer les intentions de vote pour les élections municipales. Et justement, en parlant des municipales, est-ce que, à l'image d'autres partis, vous avez verdi un peu votre programme, parce qu'il apparaît encore dans une étude du cabinet Kantar cette semaine, relayée par le Cercle de réflexion Destin commun, que la défense de l'environnement, pour vraiment une très grande majorité de Français, c'est un sujet majeur, voire prioritaire, de maintenant et des années à venir. Est-ce que vous-même, comme d'autres, vous vous êtes converti à l'écologie, peut-être un peu sur le tard? Aucune conversion, mais des convictions. Moi, j'ai pas attendu la mode de l'écologisme, que ça soit imposé par la jeune Greta et son voilier. Et moi, à Marseille, j'ai dénoncé le fait que dans cette ville, on vit 8 mois de moins en raison de la pollution. Et nous avons travaillé d'arrache-pied avec des associations de bénévoles qui luttent contre la pollution à Marseille et pour un meilleur cadre de vie. Mais on n'en fait pas tout un tintamarre. Les propositions qui sont les nôtres et qui reposent, par exemple, sur le localisme, sur la production locale, pour éviter que l'on aille chercher si loin ce dont nous disposons ici. Et ça fait longtemps que nous le proposons. Nous pourrions disposer, parce que effectivement, on dispose pas malheureusement, ou on ne dispose plus malheureusement de toutes les productions sur le sol national. En matière de produits agricoles, il y a le salon de l'agriculture qui malheureusement fermera ses portes 24 heures plus tôt que les années précédentes. Nous avons là l'excellence française, nous avons là la France enracinée, la France de la terre, la France des terroirs et des clochers, cette paysannerie qui est tout le contraire d'ailleurs de la Macronie. Eh bien, voilà une excellence que nous pourrions privilégier au profit de nos compatriotes et qui permettrait de protéger l'environnement. Eh bien non, on est toujours dans l'ultralibéralisme si cher à Emmanuel Macron et aux Républicains d'ailleurs. Alors on n'a pas pu parler beaucoup des municipales à Marseille avec vous, Stéphane Ravier, parce que nous avons des contraintes de temps de parole, autant être honnête auprès de nos auditeurs, du CSA, mais il y a quand même un meeting qui se tient vendredi à Marseille. Est-ce que vous espérez beaucoup de monde, coronavirus ou pas?
Oui, bien sûr que j'espère, je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de monde. Marine Le Pen nous fait l'honneur et l'amitié de venir nous soutenir à Marseille, donc le vendredi 6 mars à partir de 19h au Parc Chanot. Je suis certain qu'il y aura du monde parce que les intentions de vote nous placent en tête au premier tour, et je suis convaincu que l'on peut être aussi en tête au deuxième tour, parce que là je suis face à des candidats qui sont en train de recycler le guérinisme, les barons de Gaudin. La seule alternative, c'est vraiment les listes que j'ai l'honneur de conduire à Marseille, et Marine Le Pen sera là vendredi 6 mars. Merci Stéphane Ravier, merci.